Serge Néol. Je travaille pour une jeune start-up d'environ 115 ans qui s'appelle Alien. Beaucoup la connaissent à fabriquer les ordinateurs. Certains l'ont connu plus tard à faire des logiciels. Moi, je l'ai connu à faire du service. Et aujourd'hui, je fais du service en cybersécurité au Québec pour aider les entreprises, même les plus petites, à être un peu plus sécuritaires parce qu'on sait que quand ça touche les petites entreprises, c'est beaucoup plus tangible comme impact, je dirais, dans la vie de tout le monde. Donc, c'est un petit peu mon chemin de bataille au niveau de la cybersécurité. Merci beaucoup. Je vais commencer avec une première question d'introduction qui va s'adresser en particulier à Cynthia, mais aussi à nos autres panélistes. Donc, quels sont les principaux défis et obligations de la loi 25 et des autres lois de protection des renseignements personnels au Canada, en Europe et aux États-Unis? Et quelles sont les pénalités qui s'appliquent en cas de non-conformité? Avant de vous parler des défis, des enjeux, des obligations, je veux juste vous rappeler que la loi 25, j'entends souvent dire que c'est une nouvelle loi. Ce n'est pas une nouvelle loi. C'est une loi qui modernise une loi qui existe depuis 1994. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc si vous pensez que c'est tout nouveau, tout beau, non, ça fait quand même depuis 1994 qu'il y a des obligations en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé, et depuis 1982 dans le secteur public. Donc ça, je pense que c'est quand même déjà une première chose à faire. Deuxième chose, de rappeler, donc ça ne fait que moderniser une loi, deux lois qui existent, qui viennent aussi moderniser d'autres lois, mais on va se concentrer sur la loi sur le secteur privé. Donc les défis et les obligations, les défis, c'est déjà de connaître la loi, de sensibiliser votre monde à l'interne, mais aussi surtout d'appliquer les différentes obligations qui, si on regarde ce qui a été modernisé par la loi 25, donc de regarder les différentes étapes 2022, 2023, 2024, la dernière qui a été appliquée il y a un peu plus d'un mois. Donc c'est maintenant de prendre conscience de tout ça, et vous allez souvent m'entendre le dire pendant l'intervention, de documenter, et Jean-Baptiste peut vous dire que c'est un mot qui revient souvent quand je parle avec lui. Donc, de documenter ce que vous faites. Donc, c'est vraiment de regarder les différentes obligations, donc de nommer un responsable de la protection des renseignements personnels si vous ne l'avez pas fait, ou si dans votre entreprise vous pensez qu'il n'y a pas de personne qui est en charge de la protection des renseignements personnels, il est encore temps de le nommer. S'il n'a pas été nommé, sachez que c'est la personne qui a la plus haute autorité au sein de votre entreprise qui est le responsable de la protection des renseignements personnels. Donc, peut-être lui rappeler ses obligations. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Donc, de nommer un responsable de la protection, de faire une cartographie, de savoir quels sont les renseignements personnels que vous pouvez avoir, c'est-à-dire tout renseignement qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc de regarder, de faire une cartographie de ces renseignements personnels, et de regarder aussi les documents que vous avez qui permettent des process que vous avez autant en matière de protection que de sécurité, pour pouvoir justement bien gouverner vos renseignements personnels. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir y aller étape par étape. Donc vous allez, si vous apercevez que vous avez des renseignements qui sont transmis à l'extérieur du Québec, s'il y a une entreprise qui est ici, ou une compagnie qui est ici, qui ne transfère pas des renseignements à l'extérieur du Québec, levez la main. Mais en général, on transfère quand même beaucoup de renseignements à l'extérieur du Québec, donc de faire ce qu'on appelle des évaluations de facteurs relatifs à la vie privée, et aussi de regarder ce qui se fait à l'extérieur du Québec, justement, avec C27, la loi fédérale, le projet de loi fédérale qui tend à modifier et à moderniser aussi la législation fédérale, la loi sur la protection des données personnelles et des documents électroniques, la LPRPADP, dit la PIPEDA en anglais, avec le petit volet sur la partie 3 qui est liée à Acte, qui peut faire le pendant avec ce qu'on a en Europe, de regarder aussi ce qu'il y a en Europe avec le RGPD. Vous allez dire, oui, mais on est en conformité avec le RGPD, donc on est en conformité avec la loi 25. Il y a des petites nuances à apporter par rapport à la loi 25. Donc c'est vraiment de faire un état des lieux, c'est la première des choses qu'il faut faire encore aujourd'hui, et de documenter les éléments. Mais je ne veux pas juste, je pense que mes panélistes pourraient aussi avoir des choses un peu plus opérationnelles à donner par rapport à cette question. En effet, un des premiers défis que moi je regarde, c'est le fait que ces lois, je ne veux pas en parler en particulier, ont déjà un principe d'applicabilité qui est très souvent très mal perçu. La première chose à se rappeler, c'est que la majorité des lois sur la protection des renseignements personnels
années, ont un principe assez subtil. C'est-à-dire, si tu as des données de gens de chez moi, ou tu es une entreprise qui opère chez moi, alors c'est applicable à la loi. Donc, si on regarde la loi 25, par exemple, au Québec, oui, c'est des entreprises québécoises, ou les données d'affaires, c'est les données d'utilisateurs québécois. Je dirais, par opposition à une loi de portée fédérale, comme la potentielle loi C27, qui nous dirait, pour les entreprises de juridiction fédérale, sauf s'il y a une loi provinciale qui existe en vigueur. Donc à partir de là, ça devient un peu subtil et un peu complexe de savoir laquelle je dois regarder. Elle faisait un commentaire tantôt, Cynthia, qui disait la notion de opérationnellement, comment est-ce qu'on regarde ces choses-là, les pénalités, les non-conformités. Une chose que moi j'aimerais mettre en lumière au départ, c'est de dire, la première erreur qu'on fait quand on regarde les lois sur la conformité, c'est de se dire, je suis conforme à une, par exemple, le RGPD, donc je suis conforme pour les autres. Dans le meilleur des cas, ça me dirait, s'il y en a une, ce sera plus facile d'être conforme pour les autres, parce que potentiellement l'esprit est le même, ou la réglementation est similaire. Mais le plus gros problème que j'ai rencontré auprès des clients ou de conversation, c'est déjà une mauvaise compréhension de la nature du défi. Le défi n'est pas nécessairement technologique, il est avant tout organisationnel. Et très souvent, on se dit, dossier de conformité, protection, renseignement personnel, le mot protection vient d'une affaire de cybersécurité. On a autant d'exigences de cybersécurité, ou on a autant de besoins comme partie prenante de cybersécurité, mais les affaires juridiques dans une entreprise ont autant d'importance dans ce dossier que la gouvernance des données, et même que les lignes d'affaires. Parce qu'on garde à l'esprit que la donnée est utilisée par l'entreprise pour générer de la valeur. Donc c'est quelque chose de très important pour les lignes d'affaires. Pour la cybersécurité, c'est une donnée à protéger, mais pour l'officier de protection des renseignements personnels, lui s'intéresse principalement, elle s'intéresse aux données privées. Donc à partir de là, on peut réaliser qu'on parle de la même chose sans nécessairement parler de la même chose. On parle à des gens qui ont juste une partie de l'enjeu sous leur responsabilité, mais à la fin de la journée, c'est un sport collectif qu'il faut regarder. Et moi, je rajouterais que, puisqu'on est entre nous, on peut rigoler un petit peu, la beauté du Québec, c'est Cynthia. Alors je développe. Pourquoi? Parce que Cynthia est à l'initiative de la CAI, la Commission d'accès à l'information, pas mal l'initiative, mais elle a été la première employée juge de la CAI. Ça veut dire que sans la CAI, le respect de cette loi-là ne serait. En gros, les entreprises n'iraient pas respecter cette loi-là, puisqu'il n'y a pas de sanction possible. Nous, en France, on a la CNIL. Vous appelez aussi parfois la CNIL, en tout cas la CNIL. Et alors, la CAI est là aussi pour potentiellement mettre des amendes, avoir des actions. Et c'est ce qui fait bouger les entreprises, malheureusement, c'est d'avoir ces actions-là. Il y a par exemple l'équivalent du RGPD au Brésil, le LGPD, il n'y a pas de CAI. Donc les entreprises ne respectent pas le LGPD. Aux US, il y a une loi un peu similaire en Californie, il n'y a pas encore d'autorité locale, c'est-à-dire que les entreprises ne respectent pas. Donc il y a il y a de plus en plus d'États comme ça, de provinces qui mettent en place des réglementations, sans pour autant qu'il y ait une autorité locale. Et c'est là une vraie chance, je dirais, pour le Québec d'avoir cette autorité. Je vais exercer mon droit de réponse, mon droit de correction. Donc j'ai fait une demande d'accès, je fais une demande de rectification, s'il vous plaît, et peut-être même un droit d'opposabilité et de retrait de mon consentement. Donc on vient de vous donner plusieurs des droits. La CAI, elle existe quand même depuis 1982. Et si la CNIL, comme on dit, ou la CNIL, elle n'est pas si sénile que ça, sinon elle est plus jeune, je suis quand même plus vieille que la CNIL. Donc ça voudrait dire quand même, et je viens de vous donner plein de renseignements personnels, mais aussi un autre élément à dire, j'ai pas été la première juge. Il y a quand même eu des juges avant moi au Québec, à la CAI. C'est sûr que la CAI a le volet tribunal administratif qui est vraiment plus sur l'accès aux documents des organismes publics. Et sur la portion privée, protection, surveillance, il y a eu quelques juges avant moi, mais oui, il se trouve que j'ai été là au moment où il a fallu rendre la décision de 9,7 millions de la population. Mais il y a eu quand même des juges avant moi, donc c'était mon droit d'opposition. Alors je vais me permettre de revenir, non pas pour corriger la correction, mais je vais essayer d'invoquer la dérivée du droit à l'oubli, et je vais vous demander d'oublier une partie de ce qui vient de se dire quand on disait
la CNIL, la CAI, les sanctions. C'est très bien la réglementation, c'est très bien la mise en conformité quand on dit c'est pour éviter les amendes. Mais gardons une chose, le coût de la non-conformité serait aussi le fait que vous n'auriez pas la protection des renseignements personnels qui vous rendrait susceptible, voire exposé à une brèche qui, elle, vous coûterait cher, juste sur un impact opérationnel ou de réputation. Donc, se mettre en conformité parce qu'on dit j'ai une cage à cocher et je l'ai fait parce qu'il y a un régulateur qui me regarde et va me poser des questions puis je lui montre un papier qui va bien, c'est pas mal. Mais dans les faits, gardez à l'esprit que ce que vous devez faire, c'est protéger les données sensibles, protéger la donnée. Parce que la donnée, elle intéresse. Elle intéresse pas le régulateur, elle intéresse pas juste vos lignes d'affaires qui essaient de monétiser, mais intéresse aussi des gens qui essaient de monétiser sans votre autorisation et sans même le consentement des propriétaires des données. Donc je dirais, on se rappelle que le coût moyen en 2023, en Amérique du Nord, une brèche de sécurité, et pas spécifiquement liée aux données personnelles, est quand même de l'ordre de 6 millions de dollars. Donc ça c'est un impact opérationnel, ça peut être un impact légal parce que vous avez des frais et des recours, ça peut être une perte de revenus, ça peut être le coût des rétablissements, le coût de machine, le travail, les efforts humains. Ça aussi c'est un coût qui est à mettre en perspective quand on se dit on ne va pas le faire tout de suite parce que la CAI, ils sont peut-être pas nombreux ou c'est nouveau, on n'est pas une banque, il y en a d'autres qui passeront avant nous. Ok, d'un point de vue réglementation, peut-être, mais d'un point de vue risque, c'est autre chose. Merci Serge. Et alors, pour revenir pour un mot final sur les pénalités et le coût de la non-conformité, donc Cynthia, si je ne me trompe, la CAI a commencé à faire des audits et va probablement mettre des amendes dans les mois qui arrivent, à commencer en septembre dernier, il me semble. Et le coût direct, donc on a parlé des coûts indirects de la non-conformité, mais le coût direct de la non-conformité en cas d'audit de la CAI, ça peut être entre 10 et 25 millions de dollars, 2 et 4% du chiffre d'affaires mondial, suivant le montant qui est le plus élevé, c'est le montant le plus élevé qui gagne. Donc voilà, ça c'est pour clore avec cette question-là. La question suivante, donc comment, dans le fond, les entreprises peuvent adopter des stratégies efficaces pour être on va dire, utiliser les principes du privacy by design et en même temps gérer les risques liés aux nouvelles technologies émergentes. Elle me regarde, là je pense que la question s'adresse à moi. Je vais essayer de répondre avec un peu de philosophie, peut-être de l'humour à un moment. Le privacy by design, c'est beau, c'est un beau concept, c'est assez vendeur dans une soirée mondaine. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie avec le privacy by design? On mange pas en hiver, dans les faits, c'est une philosophie. Tout ce que ça dit, c'est dans toutes les étapes du cycle de vie, je dirais de la donnée, par exemple, la donnée personnelle que vous avez collectée, pensez à inclure cette notion de droit de l'utilisateur à être préservé, le consentement qui vous a été donné pour faire quelque chose de spécifique. Et donc de vous assurer que ce soit dans la construction de la solution, dans l'exploitation de la solution, et même dans le retrait ou la disposition des données, quelqu'un qui vous demande un droit d'effacement que vous exécutez, que vous ayez toujours cette conscience-là du renseignement personnel. Donc ça, c'est le premier élément que je regarderai d'un point de vue philosophique. Maintenant, comme tout changement qu'on veut inclure dans notre ADN, à défaut de faire une manipulation génétique, on va essayer de faire un peu d'épigénétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que regardons par exemple à établir des procédures, des politiques. Juste le fait d'avoir une politique qui dit tout projet technologique, par exemple, qui a de la donnée, doit s'assurer de regarder si elle a la donnée sensible et de la traiter de façon appropriée. C'est un beau principe directeur, mais lorsque ça n'existe pas, il n'y a rien qui se fera. Du moins, il n'y a aucune garantie que ça se fasse. Lorsqu'on a une politique d'entreprise, on a au moins, d'un point de vue réglementation interne, un levier qui va inciter les équipes à opérer en respectant un tel encadrement. Donc c'est le premier élément que je regarderai, c'est l'intégrer dans l'ADN de votre organisation dans ces opérations, c'est par rapport à des politiques et des règles et des procédures. Mais ça va aller aussi loin maintenant que faire des audits réguliers pour garder l'écart que vous avez, peut-être juste par rapport aux bonnes pratiques, pas nécessairement par rapport aux standards de la réglementation, pour vous dire est-ce que j'en fais assez ou est-ce que je fais les bonnes choses. Il y a également cette notion-là de se dire j'entends protection des renseignements personnels, je pense cybersécurité. Je pense que le meilleur paradigme à changer, c'est de se dire c'est une transformation organisationnelle autour de la donnée.
à partir de ce moment-là, je m'impose de réfléchir toujours d'un point de vue de la donnée. Quels sont les acteurs qui participent à cette collecte, ou cette transformation, ou cette sauvegarde de données, et je les implique pour collecter leurs besoins et regarder aussi leur façon de faire. Et à ce moment-là, agir sur les façons de faire de l'ensemble de ces intervenants, de façon à ce que le cycle complet, le cycle de vie de la donnée, reçoive les garde-fous nécessaires pour respecter les exigences de la réglementation. Et ensuite, pour descendre un petit peu dans l'entonnoir, je dirais, c'est là où des solutions comme la nôtre, mais nous on n'adresse qu'un volet de la loi 25, on n'adresse pas tous les volets de la loi 25, rentrent en jeu. Bien sûr, la bannière de collecte de consentement que l'on fournit. Il y a par exemple Google aussi, qui, avec Google Tag Manager, est là pour déclencher les tags. Donc, le but, c'est que notre bannière soit branchée à GTM, il n'y a pas que GTM qui fait ça, il y en a d'autres aussi. En gros, il y a tout un écosystème d'outils. Le but étant que. Alors, on est en 2024, donc il faut faire avec le respect de la vie privée. Par contre, ça ne sert à rien de débrancher tous les outils et d'être à l'aveugle. Voilà, le but, c'est de brancher tous les outils à disposition sur le marché pour que l'utilisation des données que vous avez auprès de personnes qui vous consentent, c'est là maintenant la nuance, qu'elle soit maximisée et que vous puissiez toujours faire du retargeting, de l'analytics, de la monétisation in fine et plus de revenus, toujours plus de revenus sur ces données-là. Et bien sûr, on vous accompagne pour ça. Je rebondis sur ce que les deux co-panélistes ont dit, c'est que oui, d'avoir des politiques, d'avoir des process, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Parce que justement, ça permet de savoir comment on gère à l'interne, de prouver à l'externe aussi qu'est-ce qu'on fait, des politiques de confidentialité. Et souvent, moi j'entends dire « Ah, mais j'ai une politique de confidentialité. » Non, c'est correct, elle est sur mon site web. Non, une politique de confidentialité, oui, c'est pour le site web, c'est pour montrer vis-à-vis de l'externe ce qu'on fait, comment on gère les renseignements personnels. Mais la loi, elle oblige aussi à avoir une politique dite de gouvernance. Et les gens ne font pas forcément la distinction entre la politique de confidentialité et la politique de gouvernance. Donc, une politique de confidentialité externe, site web. Une politique de gouvernance, c'est vraiment de regarder à l'interne vos rôles et les responsabilités des différents intervenants à l'interne, qu'est-ce qu'ils font, ils ont accès à quoi. Donc, ça vous permet aussi de regarder les accès, de couper certains accès éventuellement, parce que vous apercevez qu'il y a une personne qui, dans le cadre de ses fonctions, n'arrive pas à avoir accès à ce renseignement personnel, donc vous pouvez lui couper ces accès. Donc ça permet de faire, comme j'ai dit, une cartographie, un inventaire de tout ce qu'il peut y avoir. Mais donc d'avoir cette politique de gouvernance, c'est important, c'est une obligation dans la loi aujourd'hui de l'avoir, autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Il y a aussi, par rapport à la gouvernance, c'est quoi aussi? C'est d'avoir à l'interne des politiques par rapport au délai de conservation et à la destruction, à la minimisation, éventuellement à la dépersonnalisation. Donc on est en matière de cybersécurité, donc c'est très très important. Et toutes ces politiques, toutes ces règles, elles doivent être donc internes. C'est important que tout le monde les connaisse et ça peut être des documents très très détaillés. Mais dans la loi, c'est mentionné que quelques éléments doivent être mentionnés sur le site pour avoir un outil de transparence. Donc la protection by design, ou la privacy by design, c'est vraiment aussi d'avoir ce mouvement de transparence. On dit souvent, oh, vie privée, j'ai rien à cacher, je peux tout donner mes données. Entreprise, vous n'avez rien à cacher, vous pouvez tout donner ce que vous faites. Ça va dans les deux sens. Si les citoyens n'ont rien à cacher, les entreprises, les organismes publics ont une obligation depuis plus longtemps d'être proactifs de sortir. Mais pour les entreprises, il y a aussi cette volonté de transparence. Et cette volonté de transparence, ça fait en sorte que au niveau de la réputation, c'est aussi une bonne chose, mais c'est de la responsabilité. Et la responsabilité, c'est spécial, c'est quand même bizarre. On en parle, on l'entend, on se dit c'est normal, une entreprise agit de façon responsable vis-à-vis des renseignements personnels. Il a fallu attendre quand même 2023 pour que ça soit intégré, 2021 avec l'adoption de la loi 25 et 2022 l'entrée en vigueur de la disposition sur la responsabilité. On se dit c'est juste en 2022 dans les textes de loi au Québec, on a la notion de responsabilité et il faut quand même arriver avec le terme de responsabilité dans une loi. Alors que je suis sûre que vous agissez de façon responsable, mais
il a fallu quand même que ça soit dans une loi. Donc ça, c'est important. Et je pense que Serge a quelque chose à dire. Non. Je suis effectivement toujours sensible au fait que c'est important de rappeler que, comme disait Cynthia en début, ces lois ne sont pas nouvelles. La loi 25 est une mise à jour d'une loi des années 90. Au niveau fédéral, le projet de loi C27 a pour objectif, entre autres choses, de rafraîchir une loi qui existe depuis les années 2000. Et on a des réglementations provinciales en Alberta, en Colombie-Britannique aussi, depuis cette période-là également. Donc, le fait que le grand public ne soit pas sensible, ou encore moins les entreprises soient assez peu sensibles à la protection des renseignements personnels, vient au fait que le problème est très souvent mal perçu. Mais si on regarde d'un point de vue cybersécurité, parce qu'un domaine évolue beaucoup depuis 30 ans et n'a pas nécessairement le niveau de maturité dans l'organisation pour donner ses lettres de noblesse et le niveau de crédibilité qui est requis. Donc à partir de là, ça suffit et on recommence chaque fois qu'il y a une mise à jour de la loi, alors que c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans les façons de faire de façon pérenne. Merci beaucoup à tous. Donc, pour faire la transition avec cette question, la loi 25, on peut avoir des pénalités financières directes, des coûts liés à un breach potentiel ultérieur. On a évidemment des dommages réputationnels importants. On veut éviter tout ça. Et donc, en général, quand on fait l'effort de mise en conformité, c'est pour éviter le bâton, c'est pour éviter les problèmes, on va dire. Mais est-ce qu'il y aurait des raisons positives, en fait, des opportunités d'affaires qui peuvent surgir et, dans le fond, être créées grâce à la mise en conformité, faire d'une pierre deux coups, éviter le bâton et avoir la carotte? Permet de prendre la main. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que donc là, on est en septembre 2024. La loi 25 volet, le deuxième volet de gestion de consentement et en application en septembre 2023, donc il y a maintenant plus d'un an. Et ce qui veut dire que ça fait 18 mois que je vois des entreprises qui, il y a 18 mois, voulaient déjà travailler à être conformes et qui, en gros, au 1er juillet 2023, étaient conformes pour être conformes avant l'été et septembre 2023. D'autres qui sont arrivés en septembre 2023, et puis d'autres qui, là, seulement maintenant, un an plus tard, se réveillent. Et puis il est probable qu'il y en ait encore d'autres qui, quand les premières amendes de la CAI et de la CAI vont tomber, vont elles aussi se réveiller. Ça veut dire que moi, je vois plusieurs comportements. Il y a ceux qui sont là en réponse, mais ce qui est le plus intéressant, c'est ceux qui ont été là en amont. Et c'est pas des petites boîtes. Hein. En gros, notre premier gros client, c'est la Banque nationale du Canada, qui est venu vers nous en disant ok, on connaît le RGPD en Europe, il y a la loi 25 qui s'en vient ici, on a envie d'avoir d'autres réponses, nous la BNC de cette loi 25 comme étant une opportunité business. Aussi peut-être parce qu'ils sont en face des jardins qui voulaient éviter de tomber dans le même piège réputationnel de notoriété que les jardins ont subi. Mais le but c'est d'embrasser cette loi-là, d'y répondre de la meilleure des façons et aussi au passage, pourquoi pas, d'être meilleur que les copains. Et si jamais les copains se font attraper, eux ont cet avantage concurrentiel. Donc j'ai la BNC qui a fait ça, j'ai la SAQ qui est aussi super prête, l'Auto-Québec aussi, enfin bref, des grosses structures. C'est-à-dire que même au sein d'une grosse structure, pour peu qu'il y ait une ou deux personnes à la tête d'une équipe qui soit motivée pour implémenter du co-privacy by design si cher à Serge, eh bien c'est tout à fait possible. Donc voilà, nous en tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'ensuite, après que la BNC ait décidé d'implémenter ça, on a demandé à cette personne de la BNC de monter sur scène au mois de mai de l'année dernière pour venir expliquer comment ils avaient transformé cette on va dire, contrainte réglementaire en opportunité business. Et c'était très intéressant. Il y avait une centaine de personnes dans la salle qui ont toutes, je crois, beaucoup appris de cela. Je crois que c'est à ce moment-là, Joanne, qu'on s'était rencontrés. Donc c'est-à-dire que Joanne était plutôt proactive sur ce sujet. Voilà, le but c'est de ne pas voir ça comme étant une contrainte, d'embrasser ça, et puis aussi parce que il est de plus en plus difficile d'avoir accès à la donnée, il faut que la donnée soit consentie. Voilà, tout mettre en place pour que sur la base des données consenties, vous puissiez avoir un usage business, parce que vous êtes là pour faire du business avant tout, qui soit maximisé en étant conforme, bien évidemment. Écoute, je trouve que ce sont des super points de montrer que les entreprises sont capables de proactives. Moi, j'ai toujours ce regard-là. Je suis un gestionnaire de risque, de métier. Ça fait 25 ans que j'ai connu plusieurs façons différentes que mes clients, mes collègues perçoivent le risque ou évaluent le risque. On dit souvent risque égale opportunité. Si on est dans une entreprise qui a une
faible aversion au risque et qui se dit grosse entreprise, comme on entend très souvent, pas celle nécessairement qui en est pas une banque, mais qui dira comment font nos pairs. Ça fait des années qu'on entend parler de cette notion de benchmark, étalonnage par rapport à la concurrence. Et la question peut souvent être comment font nos pairs. Et là on se dit on va faire au moins aussi peu que, comme ça on sera tous au même niveau, il n'y a pas de raison que nous ça coûte plus cher. Les gens qui pensent comme ça n'auront jamais d'opportunité. Par contre, il y a des exemples de situations où quelqu'un va dire, un de mes patrons a dit il y a plus d'une quinzaine d'années, il disait, nous sommes une institution qui a une particularité, on n'est pas soumis à certaines règles, mais si on veut être des leaders dans notre domaine, alors on doit opérer sur les mêmes règles, les mêmes contraintes que tous les autres, pour montrer que quand on a un meilleur résultat, ce n'est pas juste parce que nous on n'avait pas de contraintes, mais parce qu'on est vraiment les meilleurs. On a eu un meilleur résultat malgré les contraintes. Donc de ce point de vue-là, si moi je suis une entreprise ontarienne par exemple, qui donc par défaut n'est pas nécessairement sujet à la loi 25 au Québec, ben, je me dirais, en étant conforme aux exigences de la loi 25 et toutes les autres, ben, je peux lancer des activités, étendre mes opérations et couvrir le Québec, et ça ne me dérangera pas plus. Et je pourrais même dire à mes clients, écoutez, on est conforme à la loi 25 du Québec et pourtant on est en entreprise ontarienne. Donc imaginez donc le potentiel maintenant de toute entreprise qui veut opérer en Amérique du Nord et se dit, on va faire l'inventaire de toutes les réglementations de conformité, protection des renseignements personnels, puis je vais toutes les avoir. Ce n'est pas forcément un chantier pharaonique, je dirais dans les faits, parce qu'elles ont une philosophie qui est similaire, il y a peut-être de petites subtilités entre les unes et les autres, et à partir de là, vous venez de vous ouvrir le marché, je dirais un territoire beaucoup plus grand, juste parce que vous avez dit, bah, si je peux accepter ces contraintes-là et naviguer malgré tout, alors pourquoi pas. Donc là, quand on dit risque et une opportunité, c'est effectivement un exemple qu'on peut regarder sur les façons de profiter de la menace pour faire plus d'affaires. Tu veux rajouter un mot, Cynthia? Donc ouais, c'est super intéressant, effectivement, moi je le vois aussi. Des entreprises en Ontario, sur le papier, n'ont pas besoin d'être conformes à la loi 25, puisque leur siège social est en Ontario et pas au Québec. Donc si elles veulent vraiment suivre la loi, si je ne me trompe pas, Cynthia, elles peuvent pas mettre en place. Pour autant, elles le font. Enfin, pas toutes, mais certaines qui sont clients, parce qu'elles ont envie de proposer à leurs clients québécois d'être malgré tout conformes à la loi 25. Ça veut dire qu'elles décident d'embrasser cette loi-là pour proposer à leurs utilisateurs, leurs clients, d'opérer en toute conformité, bien que rien ne les engage, mais aussi parce qu'elles font ça par anticipation peut-être demain d'une loi C27. Donc c'est-à-dire que tout le travail qui est engagé maintenant, peut-être que localement sur Québec, Ontario, pour une boîte canadienne, demain pourrait bénéficier à la boîte puisqu'elle aura peut-être 1 an ou 2 ans d'expérience sur le déploiement de cette loi-là. Donc je dis ça avec des entreprises en Ontario, j'ai des entreprises en Alberta, en Colombie-Britannique, qui respectent la loi 25 sur l'entièreté du Canada, pas que sur les visiteurs d'un site web et d'applications au Québec. Donc c'est là où c'est intéressant, puis après même si on va aller un peu plus loin, on fait dans l'autre sens, donc Québec, Ontario par tes curiosités, ça t'éteint, Alberta, et puis après il y a la Californie qui regarde beaucoup ce que la Colombie-Britannique fait. Ça veut dire qu'avec un peu de chance, peut-être que le Québec va influencer l'Ontario qui influencera le reste du Canada, qui influencera les US, et boum, tout Nord-Amérique aura bougé grâce à la loi 25. C'est ce que je souhaite. Et il ne faut pas oublier que le mouvement est quand même partie du RGPD et souvent moi j'entends des gens me dire oui mais justement on est conforme à RGPD parce qu'on fait affaire avec l'Europe, parce que en faisant affaire avec l'Europe, soit parce que vous transférez de l'information, vous recueillez de l'information au niveau de l'Europe, vous avez été confronté un jour ou un autre aux clauses contractuelles, à toutes les clauses qu'il peut y avoir au-delà du RGPD, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a juste la loi fédérale qui est reconnue comme étant conforme à l'Europe et la loi 25 comme étant conforme, mais il y a quand même ça. Donc, il y a eu ce mouvement de l'Europe vers la Californie, et on dit souvent qu'il faut avoir des normes les plus strictes, les plus sévères, les plus strictes. Donc au Québec, au Canada, il se trouve qu'actuellement, oui, c'est le Québec, mais n'oublions pas qu'en 1994, c'était déjà le Québec. Le Québec est la première province à avoir adopté une législation dans le secteur privé en matière de protection des renseignements personnels. Donc c'est un retour du bâton, ou pas un retour du bâton dans le sens sanction, mais c'est juste, ça a repris sa place. Donc, et justement,
C27, ça fait 4 ans qu'il y a le projet de avant c'était autre chose que C27, c'était un autre numéro, mais ça fait 4 ans que le projet de loi a été déposé, ça fait 4 ans qu'on attend que ça soit adopté. Est-ce qu'il va être adopté? On ne sait pas. Entre-temps, il y a 3 parties dans C27, est-ce qu'il ne faudrait pas retirer la pension, la partie 3 sur l'IA du projet de loi? Ça, c'est un autre débat, c'est un autre panel. Je pense qu'il y en a plein autour de la salle qui pourraient en avoir. Mais c'est aussi une question de regarder ce qui se fait à l'extérieur. Parce que justement, la protection des renseignements personnels, on le voit de façon nationale, on le voit de façon provinciale, mais c'est international. Donc, il faut respecter les plus hauts standards de protection des renseignements personnels depuis la cyberisation. Et je pense que je vais donner le micro à Joanne et te laisser prendre ce dossier. Joanne, 30 secondes, je complète ce que Cynthia a dit. J'ai découvert en montant sur scène que Société Générale était sponsor, et quand je suis arrivé chez Totomi, je gérais la Société Générale. Société Générale, par exemple, sur Société Générale Cameroun, Cameroun.ca, CN peut-être, bref, a mis en place une bannière RGPD. Pourquoi? Parce que par défaut, ils appliquent le RGPD sur l'entièreté de leurs filiales sur la terre entière. Pourquoi? Déjà pour s'éviter de suivre chaque réglementation dans chaque pays, alors c'est possible de le faire, mais aussi pour, c'est ce que dit Cynthia, déployer par défaut la réglementation la plus contraignante pour s'assurer d'être conforme, même si au Cameroun, dans les faits, il n'y aurait peut-être pas besoin Un dernier point que je voulais rajouter là sur les opportunités qu'on regardait, un sujet qui m'est extrêmement cher et qui est probablement aussi cher à Cynthia, c'est l'intelligence artificielle. Ça a l'air très tendance, mais au-delà de faire tendance de nos jours, gardons à l'esprit que nous sommes une entreprise que l'idée de déployer des modèles, des IA génératives pour augmenter la productivité ne viendra pas sans risque. Si on adopte la protection des renseignements personnels comme un élément fondamental dans nos opérations, on peut s'éviter des gros problèmes dont on a pu entendre parler ou dont on entendrait parler. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes une entreprise et on se dit on va déployer des solutions IA génératives pour toute l'entreprise et aider la productivité. Puis là, tout d'un coup, on a une personne, les ressources humaines, c'est pas pour les nommer parce qu'ils sont les moins fiables ou quoi que ce soit du genre, mais qui ont accès à une certaine donnée extrêmement sensible, qui n'était pas renseignement personnel, mais qu'on ne voulait pas pouvoir divulguer facilement. Par exemple, un fichier avec l'appel de la haute direction. Et là, je veux me faciliter la vie, puis je fais ingérer ce fichier-là par mon automate d'IA, puis ça devient une donnée publique au niveau de l'ensemble des collaborateurs d'entreprise, parce que le modèle l'a ingéré. Il ingère, il ne le recrache pas. Bien élevé, là, tu manges ta vache. Ça marche comme ça. Le simple fait d'avoir mis des contrôles pour la protection des renseignements personnels ou des données sensibles, on peut aller un peu plus large, on s'évite le fait qu'un jour, Serge, le gars de la paye, parce qu'il voulait avoir un résumé de statistiques, il s'est dit, vas-y, ChatGPT, dis-moi. Puis là, il a inclus son fichier, puis demain, tout le monde peut poser la question de savoir quel est le niveau de rémunération d'eux, puis le modèle va répondre, tout simplement. Donc, c'est aussi ces choses-là. Je fais de la protection des renseignements personnels, ça me permet d'aller vers l'intelligence artificielle avec au moins ces risques-là en moins. Merci beaucoup. Et un dernier mot sur la territorialité, dans le fond, de ces législations. Donc, Cynthia, arrête-moi si je me trompe, mais ma compréhension, c'est qu'on va vers une législation mondiale de la protection des données personnelles. Il y a une bonne raison à ça. Tu auras un droit de réponse après. Et c'est une bonne chose dans le fond parce que vos données, comme mes données, sont probablement quelque part en Inde, en Russie, au Vietnam, je ne sais où actuellement. Et je prends souvent cet exemple-là, mais d'un point de vue, on va dire philosophique, ça fait sens pour moi. Quand je conduis dans un pays où personne ne respecte le code de la route, dans le fond, assez rapidement, je ne vais plus vouloir sortir de chez moi parce qu'à chaque fois que je sors, ma voiture va être emboutie, je vais avoir un accident. Si je vais, je ne sais pas moi, au Danemark, en Suisse, dans un pays où les gens en général vont respecter le code de la route, je vais prendre ma voiture à chaque fois parce que je sais que je peux conduire en sécurité, que je n'aurai pas d'accident. De la même manière avec les données personnelles et la protection des données personnelles, si je sais que mes données sont protégées de façon adéquate, je vais consommer, je vais travailler, je vais créer, je vais utiliser mes données de façon optimale tout le temps parce que je n'aurai pas peur de le faire dans un espace public ou privé.
Et donc on a tous intérêt à respecter la loi du point de vue des organisations, du point de vue des individus, et on a tous intérêt à ce que cette loi soit mondiale. À Cynthia pour le droit de réponse. Droit mondial. Alors oui, peut-être un jour. Il y a des conventions internationales, il y a des lignes directrices internationales qui ont souvent des forces contraignantes. Il y a un texte qui a une vocation internationale, c'est la Convention 108, mais malheureusement il n'y a pas encore tous les pays du monde qui l'ont adopté. Convention 108 plus aussi. Mais il va y avoir des principes qui vont être internationaux. Mais le droit, il reste quand même encore territorial. C'est vraiment des principes internationaux qui vont se retrouver dans chacune des lois. Par exemple, en matière de protection des renseignements personnels, limitation de la collecte, utilisation légitime de la collecte, consentement, sécurité, protection, destruction. Le cycle de vie des renseignements personnels, on le retrouve dans toutes les lois. Donc c'est plus les principes qui vont être internationaux. Les lois sont nationales parce que les législateurs sont nationaux et il va y avoir des interactions. Donc principes internationaux, les lois restent nationales même si elles s'inspirent toutes les unes des autres. Et après, il y a le travail des avocats justement sur l'exécution, le fait d'appliquer les lois à l'extérieur. Merci beaucoup, c'est bon à savoir parce qu'on est en période de création de lois dans toutes les juridictions, d'évolution des lois. Et donc pour faire la transition avec la question suivante, on est aussi en période de création d'outils qui permettent aux entreprises, aux organisations de se mettre en conformité avec ces lois. Donc quels sont les outils qui sont disponibles, qui existent et qui fonctionnent, qui sont efficaces dans le fond pour se mettre en conformité avec les lois de protection des renseignements personnels. Excusez mon fou rire, mais je viens d'avoir un moment de folie. Parce que je viens de penser à une conversation que j'ai eue avec des collègues du marketing il y a plusieurs mois. Au printemps cette année déjà, on parlait de notre planification d'événements et de nos participations. Et ils m'ont dit, ouais, mais toi on sait que tu vas encore nous sortir, ouais, mais toi tu es un consultant, tu ne parles pas technologique, tu fais de la résolution de problèmes. C'est vrai. Et là ils m'ont dit, alors ce jour-là, quand la question te sera posée, voilà comment tu fais. Tu as juste dans ton siège, tu exposes tes marques. Parce que M. Megan est habillé par IBM. Donc ils m'ont dit, tu fais un placement de produit discret, on va revoir le logo, tu n'as pas besoin de vendre un produit, ça part tout seul. Mais dans les faits, sans rentrer dans ce genre de blague un peu juvénile, on a des outils à plusieurs niveaux. Avant toute chose, j'aimerais rappeler que la plupart des entreprises, petites comme grandes, sont à la base de gros entrepôts de produits et de technologies. Donc il est probable qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir de nouveaux produits pour la majorité des choses qui sont nécessaires, comme je l'ai dit, dans la gestion sécuritaire de la donnée privée dans le cycle de vie de cette donnée. Mais là, soyons moins discrets. Oh, 10 données. Okay? Gestion du consentement, qui est quand même un élément en amont dans la gestion de la protection des renseignements personnels. Je dirais, on peut penser que c'est ce genre d'outils dans les consent management plateformes de gestion du consentement, sont des outils nécessaires. Il faut en avoir. Johan, Graphics. Okay? Graphics fait une solution québécoise, by the way, là c'est là que je fais Québec 101, ça vient de chez nous. Une solution qui fait autant de la gestion un petit peu de la donnée de référence, assurer qu'on a une lecture unique de la donnée. À ce moment-là, si on veut avoir la donnée personnelle d'un utilisateur et qu'on a cet utilisateur-là plusieurs fois dans nos systèmes, assurons-nous au moins de faire l'appariement entre toutes ces entrées et la même identité. Mais on a aussi des outils qui sont extrêmement importants, comme des tableaux de bord de pilotage de conformité. Parce que avant, on pouvait se dire, bah, j'ai juste le RGPD, je suis tranquille. Parce que de toute façon, Pipa, là, personne ne fait rien dessus, donc ça se trouve, ils vont oublier. Mais là, maintenant, j'ai le loi 25, j'ai la loi 27, il y a d'autres numéros comme ça, on voit jusqu'à 100. Là. On peut avoir d'autres numéros qui viennent, des lois en Alberta, encore en Britannique, des lois aux États-Unis ou dans les autres pays du monde avec lesquels les entreprises ont transigé. À un moment, j'ai peut-être besoin d'être capable de voir mon niveau de conformité par rapport à chacune des lois. Hier, une conversation avec un client qui disait « oh, mais moi, je suis conforme au RGPD. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça en plus pour la loi 25 ?» Et je lui ai pris un exemple qui disait « probablement que oui. » Parce que les deux lois peuvent avoir, par exemple, une exigence sur un délai de traitement d'une demande de droit à l'oubli. Une des lois peut dire tu as 10 jours pour traiter.
et une autre loi peut dire que tu as 5 jours pour le traiter. Si tu as regardé, par exemple, le RGPD qui disait 10 jours, un exemple au hasard, comme ça, tirer mon chapeau, bah, tu vas dire, ah, c'est cool, on est conforme, on l'a fait en 8 jours et demi, là, en moyenne, on est bon. Sauf qu'une autre loi, la loi 46 de l'Ontario, par exemple, te le demanderait en 5 jours. Et là, si tu t'es dit, bah, de toute façon, on a un RGPD, donc je pense que c'est le plus exigeant, donc on est ouvert, bah, tu vas te péter les bretelles, comme on dit, et tu vas dire on est conforme tout le temps, et tu perdras de vue cet élément-là. Donc, ces outils-là sont aussi nécessaires. Mais il y a aussi l'ensemble des éléments qu'on doit ajouter dans la protection de la donnée personnelle, ou même dans l'identification de la donnée personnelle. Tous les éléments après le consentement, la découverte de cette donnée, où est-ce qu'elle est? Comment est-ce que je vais la rendre anonyme si j'ai besoin de l'utiliser? Donc cet écosystème-là d'outils est important. Mais je pense que ce qui est le plus important encore, c'est de se dire, si on a des outils à acquérir dans l'organisation, il faudrait se poser la question de savoir quelles sont nos parties prenantes. Parce que la plupart des dossiers qui demandent beaucoup de technologie échouent parce que chacun fait rentrer son outil, qui en général est une usine à gaz, qui ne sert qu'à une chose, coûte un bras et une jambe, et est très peu utilisé. Donc il est davantage important de se concerter, de se dire quels sont nos besoins communs, harmoniser les besoins et faire à ce moment-là une acquisition de façon intelligente. Et là, on peut couvrir l'écosystème avec tous les outils, des outils existants ou des outils acquis additionnels qu'on peut aller chercher. Donc des solutions d'IBM par exemple. Pour parler d'IDOMI, non, j'allais dire que je suis tout à fait d'accord avec Serge, je rajouterais que la beauté d'un outil, et qui n'est pas un bras ou une jambe, ou les deux, c'est qu'on est là justement avec notre équipe pour suivre toutes ces réglementations qui changent tous les jours. Par exemple, au mois de septembre 2023, la loi 25 est rentrée en application. La CAI a quand même émis de nouvelles lignes directrices en octobre 2023, un mois après. Ce n'est pas grand-chose, mais même là, il y avait quelque chose à suivre. Donc, ça veut dire que, aussi bien d'un point de vue réglementaire qu'aussi d'un point de vue technique, si vous vous lancez dans le fait de développer ses propres outils vous-même, il est fort probable qu'après plusieurs millions de dollars canadiens sortis, votre outil soit déjà désuète parce qu'il y a une maintenance derrière qui est relativement costaud à entretenir. Donc ça vaut même pas le coup financièrement de se lancer dans la création de ces outils soi-même. Il vaut beaucoup mieux faire confiance à des outils sur le marché, encadrés par Serge par exemple, et tout le monde gagnera en temps et en efficacité. Bon, alors un mot de la fin juste avant les questions. On avait parlé il y a quelques mois avec Gartner qui nous avait dit qu'au Québec, dans le fond, 70% des entreprises n'étaient pas équipées de façon adéquate pour pouvoir répondre aux exigences de la loi 25. Et 30% des entreprises n'étaient juste pas au courant des exigences de la loi 25, avaient un petit peu la politique de l'autruche. Quand je discute maintenant avec des organisations publiques et privées, souvent j'entends ben, nous c'est bon, on est prêt, j'ai parlé au légal, j'ai parlé à la cybersécurité, on est bon. Et quand on parle à des personnes qui travaillent à l'intérieur de ces structures, on se rend compte que les données se baladent sur des fichiers Excel, dans des formats divers et variés, dans des services divers et variés avec zéro protection, zéro tracking. Donc ils ne sont pas prêts, mais ils ne le savent pas, il n'y a pas d'intention maligne, il n'y a simplement pas de connaissance. Donc il y a un grand travail d'éducation à faire, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais le mot de la fin, le conseil, ce serait travailler avec des experts, des gens qui connaissent vraiment la mise en conformité dans le domaine du PRP, je vois PwC ici, il y a IBM, donc travailler avec des gens qui peuvent coordonner un petit peu les efforts tant du point de vue légal que du point de vue de la mise en conformité avec les outils technologiques, et ensuite utiliser les bons outils, soyez au courant de ce qui existe. Tout n'est pas d'égale qualité, tout n'est pas d'une égale efficacité, tout n'utilise pas l'automatisation pour vous permettre d'être efficace à moindre coût, et puis de créer et de maintenir la conformité à moindre coût en temps, en argent, en énergie. Voilà, je vais ouvrir un petit peu la parole pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci pour l'exposé, très intéressant. J'ai une petite question concernant l'applicabilité et comment ça s'opère dans les plus petites compagnies. Tantôt, vous parliez de la BNC et d'autres grosses sociétés québécoises. Pour ma part, je trouvais ça un peu normal qu'ils se saisissent du sujet et qu'ils mettent les efforts. Donc, des grosses équipes juridiques, TI, cybersécurité, mais des petites compagnies qui veulent bien faire.
mais qui délèguent leur service TI à des impartiteurs, qui ont des cabinets d'avocats pour les conseiller, qui n'ont pas ces départements-là à l'interne. Comment ça s'opère dans le quotidien pour se mettre en conformité avec la loi? Merci pour cette question. C'est vraiment intéressant. D'abord, la première question préalable, on va dire, pour répondre à votre question, c'est est-ce que les petites compagnies sont en risque d'être auditées? Donc là, je vais laisser la parole à Cynthia. Ou est-ce que c'est juste les grosses compagnies qui sont des grandes cibles et qui, dans le fond, vont être auditées? La protection des renseignements personnels, ça s'applique à toutes les entreprises au Québec, lucratives ou pas lucratives. Donc ça s'applique vraiment à toutes les entreprises. Et l'important aussi, c'est, comme vous dites, de savoir comment faire. Oui, une petite entreprise, c'est sûr qu'elle n'a pas les services juridiques, c'est souvent externalisé, mais c'est de déjà déterminer une personne à l'interne qui va agir à titre de responsable et de regarder justement tous les processus et d'y aller. La loi, elle vient dire qu'il faut avoir des mesures de sécurité de façon proportionnelle à votre entreprise, de façon proportionnelle aux données que vous avez. Si vous avez que des noms et des prénoms, par contre, si vous avez des NAS, c'est sûr que le niveau de sécurité va augmenter. Donc, vous allez devoir mettre en place certains éléments. Mais il va falloir regarder la taille de votre entreprise, quels sont les types de données que vous collectez, et de justement savoir, c'est important que ce soit une petite ou une grande entreprise ou même une OSBL, c'est de regarder justement l'information, elle circule où, à qui vous l'avez communiqué, et de s'assurer que les personnes, les prestataires de services avec qui vous faites affaire, eux aussi respectent la loi 25. Respectent la loi. Aujourd'hui, je parle beaucoup de la loi 25, mais respectent la loi parce qu'ils ont aussi ces obligations. Donc, de s'assurer que les prestataires avec lesquels vous faites affaire à l'externe respectent la loi. Et si vous avez un responsable de la protection des renseignements personnels qui est à l'interne, vu que les entreprises à l'interne, ils peuvent aussi l'externaliser. Et s'ils se posent des questions à savoir qu'est-ce que je dois faire dans telle ou telle situation, il y a des associations qui sont là pour justement accompagner des DPO, des responsables de la protection des renseignements personnels. Il y en a beaucoup en Europe. Il y a la FCDP, il y a le DPO Consulting, il y a le club des juristes, des DPO, mais la FCDP est là aussi. Et ils sont là aussi pour justement faire en sorte d'accompagner des responsables de la protection des renseignements personnels. Ou la API au Québec. Donc il y a selon le type d'activité. Je voudrais rajouter un truc quand même parce que le prédicat de départ est un peu biaisé dans la perception. Gardons à l'esprit que petite entreprise deviendra grande, c'est ce qu'elle souhaite, ou un peu plus grande. Donc, il y a au moins deux choses que vous faites déjà pour lesquelles vous n'avez pas de raison de ne pas continuer par rapport à la protection des renseignements personnels. Vous évoquez le fait de dire que ces petites entreprises-là font affaire avec des cabinets d'avocats ou des prestataires externes en impartition. On peut faire la même chose pour votre sécurité, pour la protection des renseignements personnels. Ça, c'est le point A. Le point B, quand la Commission d'accès à l'information aura déployé de l'intelligence artificielle à l'infini pour supporter ses juges, et qu'on aura fait les 500 grandes entreprises du Québec, on attaquera les 3000 PME et les 6000 plus petites PME du Québec. Donc, il n'est pas impossible qu'un jour, tout le monde soit dans le radar d'une vérification. Mais ça, c'est encore une mauvaise raison de le faire. La troisième raison, qui est pour moi la plus importante, c'est de se dire la donnée attire du monde. Celui qui vous volera la donnée ou vous empêchera de l'utiliser mettra vos opérations à risque. Et je prendrai un exemple assez ridicule. Vous cherchez du travail un jour et vous envoyez votre CV à une agence de placement ou à un cabinet de recrutement ou une firme de consultation. Ils ont votre CV. Puis un jour, ils veulent faire une enquête de sécurité parce que ça semble aboutir au processus de recrutement et veulent votre numéro d'assurance sociale. Devinez quoi? Les lois s'appliquent, ces données extrêmement sensibles sont chez ces personnes-là. Ok, on est un petit cabinet, on est 25 personnes, donc les 10 millions de chiffre d'affaires et tout, nous, ça ne nous touche pas. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque cette boîte-là, parce qu'elle n'a pas mis en place les contrôles de sécurité pour protéger ses renseignements personnels, se retrouve victime d'une attaque par rançongiciel et qui va l'empêcher d'accéder à l'ensemble des CV la semaine où le ministère de la Santé et des Services sociaux a lancé un gros appel d'offres dans lequel on cherche 25 ressources et nous on en a 5 ou 6 dans notre base de données de CV qu'on aimerait présenter. Ben voilà, on n'a pas accès à ces CV-là et on ne peut pas le faire. Là, j'ai mes opérations, si j'étais le responsable de telle agence, qui sont affectées.
Ce n'est pas la peur des représailles d'un régulateur qui devrait motiver à ce moment-là. C'est le risque de toute façon, cette donnée-là, si elle est importante, parce qu'elle me permet de gagner de l'argent, alors il y en a d'autres qui pourraient essayer de gagner de l'argent avec. Oui, c'est des CV, mais derrière les CV, je peux avoir des adresses courriels qui vont faire des campagnes de spam, je peux avoir des identités progressivement, on va travailler de façon à les évoluer. Donc, pendant un an, je dirais, gardons à l'esprit que ce qu'on doit faire, c'est d'avoir une obligation de bonne gestion, de saine gestion, et qu'il faudrait se donner les moyens les plus grands pour atteindre un tel objectif, et non pas se limiter au fait de se dire peut-être que les plus petits n'ont pas besoin de ça. Parce que s'ils n'ont pas besoin de ça pour la réglementation, ils ont besoin de ça d'un point de vue sécurité. Pour finir, on travaille nous actuellement avec une entreprise de taille moyenne. Et donc évidemment, on adapte à la fois le déploiement et le volume de travail à leur taille pour que ce soit tout simplement efficace. C'est pas la peine de tuer une mouche avec un bazooka. Et en même temps, que ce soit affordable, que ce soit dans leurs moyens. Donc, et pour s'assurer, dans le fond, que l'entreprise sera en conformité en cas d'audit, on travaille en coordination avec nos partenaires, donc Cynthia, Didoni, IBM, etc., pour être sûr que l'entreprise est vraiment couverte. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, ma question est la suivante. Donc, quelles seraient les meilleures pratiques pour démontrer à la CAI, par exemple, que des actions ont été mises en place ou des politiques pour être en conformité avec la loi 25? Merci. Merci beaucoup pour la question. Peut-être que je peux me retourner vers Cynthia encore une fois pour qu'elle introduise au moins la réponse. Si Cynthia, tu étais encore juge à la CAI, comment tu t'y prendrais? Non, il n'y a pas juste ça. Mais oui, c'est déjà un bon début. Si j'étais juge, je ne suis plus juge, et je ne suis plus juge, donc je ne peux pas dire ça. Mais ce qui est important, c'est de vraiment montrer, d'agir de façon responsable. Donc vraiment d'agir, de montrer que vous avez commencé le processus. Ça, c'est très important. Et c'est pas parce qu'on est le 29, le 30 octobre 2024 que la loi est applicable depuis. Toutes les dispositions sont entrées en vigueur depuis le 22 septembre 2024. Il est encore temps de se mettre en conformité et il est important de se mettre en conformité et c'est de votre responsabilité de vous mettre en conformité. Il y a des outils, des personnes qui représentent des outils, il y a des avocats qui sont là pour ça, il y en a dans la salle que je connais. Donc c'est important et si vous deviez arriver devant le régulateur, donc la commission d'accès à l'information, il faut savoir qu'il va y avoir une enquête. Qui dit enquête dit que vous allez devoir justement prouver à la commission que vous avez mis en place des processus, que vous avez mis en place des politiques, que vous avez sensibilisé votre monde, de répondre à la question, et c'est souvent la question à laquelle la commission va vous poser la question, la nécessité. On n'en a pas parlé pendant, je pense que c'est pas un mot qu'on a utilisé de toute la présentation, c'est la nécessité. Posez-vous la question, est-ce que les renseignements personnels que vous collectez, que vous utilisez, que vous conservez, que vous communiquez à des tiers sont nécessaires de les avoir. Donc ça, c'est la première chose que la CAI va vous demander. Donc documenter cette nécessité, documenter l'utilisation, documenter les consentements, documenter les transferts que vous faites avec vos partenaires, vos prestataires, peu importe la taille, parce qu'il faut le faire à l'interne, il faut le faire comme si vous étiez seul sur la planète à protéger les renseignements personnels pour justement faire en sorte d'agir de façon responsable et de faire en sorte que justement vous soyez en mesure de répondre au régulateur parce que là vous avez le temps de le faire. Si le régulateur arrive, le temps est beaucoup plus court, il est compté, j'ai envie de dire, et par la suite, il y a un dossier qui est monté auprès du commissaire ou du juge administratif qui vous émet un avis d'intention, qui vous annonce est-ce qu'elle va vous recommander des sanctions, est-ce qu'elle va vous recommander, elle va vous ordonner de cesser un traitement de renseignement personnel, qui dit cesser un traitement de renseignement personnel si vous avez des renseignements personnels qui sont dans l'intelligence artificielle, que vous n'aviez pas collecté, ça met en péril toutes vos plateformes. Donc c'est très important de savoir ce que vous faites et
par la suite, éventuellement, vous aurez une sanction. Et oui, à un moment donné, la commission d'accès à l'information va émettre des sanctions. Je passe ça. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'on est arrivé au bout du temps qui nous était imparti, on a même dépassé. Merci à tous pour votre attention, pour votre temps. Et puis on est impatients de vous rencontrer en personne. Merci.